Bon, écoutez, merci d'être venu une nouvelle fois pour ce nouveau débat de l'IPC sur l'autonomie de décision quelle autonomie de décision pour les patients atteints de cancer. Euh, bon, tout d'abord, je voudrais remercier les partenaires qui nous aident à réaliser ces débats, l'Université d'Aix-Marseille, ou Aix-Marseille Université, le Cancéropole et l'Institut national du cancer aussi qui nous soutient financièrement pour ces débats. Quelle autonomie de décision pour les patients atteints de cancer? Je ne sais pas si à la fin de la journée on aura une réponse à cette question. Je aurais tendance à essayer de l'élargir un peu parce que finalement c'est un débat public. Je ne sais pas si c'est un débat citoyen, mais qui dit autonomie dit information. On ne peut pas être autonome si on n'a pas une information de qualité. Si cette information de qualité n'est pas adaptée à notre situation. Et je ne sais pas si on est dans une... finalement, si en médecine, on est les plus mauvais pour donner cette information de qualité. Lorsqu'on regarde autour de nous, en particulier dans la période actuelle, qui est une période préélectorale ou électorale ou je ne sais pas quoi, on s'aperçoit que l'information est une information superficielle, qu'elle est rapide, qu'elle est zappée, qu'elle ne va pas au fond des choses. Euh, et peut-être en médecine, on a aussi tendance à faire ce type d'information. J'étais sur une table ronde où lundi soir à Unicancer, où on parlait avec un autre journaliste, hein, parce que dans une table ronde, il y a un journaliste qui anime les débats, par exemple de l'immunothérapie, et ce journaliste disait, mais est-ce qu'on n'a pas donné trop d'importance finalement à cette immunothérapie il y a quelque temps, parce que finalement ça fait 20% de réponses chez tout le monde, et est-ce qu'on n'a pas... Ben oui, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a dit l'immunothérapie c'est génial, ça guérit tout le monde, et puis d'un coup on dit l'immunothérapie, il faut la jeter à la poubelle, puis on passe à autre chose. Et puis, et voilà, je crois que si... je ne sais pas ce qui va se dire aujourd'hui, mais en tout cas, moi je pense et je dirais aussi que si on veut une vraie autonomie, il faut une vraie information, une information de qualité, euh, que cette information, on s'assure qu'elle soit acceptée, qu'elle soit comprise, euh, qu'elle puisse être utilisée par le patient, et après, peut-être, on pourra parler d'autonomie. Voilà. Écoutez, je vais passer maintenant la parole à Dominique qui va animer ce débat, que je remercie aussi pour son implication dans ce type de débat. Merci. Bon, bonjour et bienvenue à ce troisième débat. Moi, j'ai remercié tous les gens qui se sont engagés, qui s'engagent sur le long terme, et en particulier le comité de patients de l'Institut Paul Calmette. Chaque débat est préparé par de nombreuses réunions. Pour le comité de patients, c'est 4 à 5, où ils travaillent les thèmes, les sujets et en profondeur. Mais je remercie aussi les soignants qui s'impliquent et toutes les parties prenantes de cette expérience. Alors cette expérience, ça se situe quand même dans un contexte qui est le questionnement sur la démocratie et sur la possibilité de donner la parole, voire la décision, aux personnes concernées. Et c'est une vieille question, hein, bien sûr, c'est vieux comme le questionnement sur la démocratie. Ce qu'on a choisi de faire, et j'en remercie encore Patrice Viens parce que c'est courageux et audacieux, c'est de travailler sur un scénario dans nos débats de démocratie participative. Tout le monde est à égalité. De proximité. On va parler de sujets d'intérêt mondial, général, etc. Mais avec un ancrage sur la vie quotidienne. Et tous les gens qui seront présents dans les tables rondes sont des gens qui vivent et qui pratiquent concrètement. Donc on va tâcher d'écouter le ressenti. Donc il y aura à la fois du rationnel, des données, mais aussi de l'émotion. Et je le dis pour ceux qui ont peur de partager leurs émotions, n'hésitez pas, ça fait partie de la légitimité du débat. Donc nous sommes en petit comité dans une petite salle pour pouvoir débattre un peu plus librement, donc il n'y a pas trop de représentation. Vous savez que vous êtes par contre filmé et diffusé sur le net. Un petit mot quand même sur les précédents débats qui se sont pas mal déroulés. Le premier a eu
400 suivis sur Internet, des vidéos, hein, j'entends. Le second, on a eu 900, on verra combien. Donc, vous êtes peut-être parfois peu nombreux dans la salle, mais très nombreux ailleurs. Je voudrais aussi profiter pour saluer et remercier l'ensemble des patients qui peuvent suivre ce débat sur les chaînes internes de l'Institut Paul Calmette. Et là aussi, je remercie la direction de cet esprit d'ouverture. Ils peuvent aussi intervenir, bien sûr, s'ils le souhaitent. Voilà, donc on va se lancer dans ce troisième débat. Et je crois que c'est le moment de réfléchir, c'est toujours le moment, mais essayer de prendre aussi un peu de recul, juste avant de partir dans le débat, sur la notion de démocratie sanitaire. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça a représenté? Et donc, on a eu la chance de pouvoir interviewer Didier Tabuteau, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui a accepté d'être interviewé, pour nous introduire, on me dirait il était temps, peut-être, mais on l'avait déjà pratiqué, la notion de démocratie sanitaire dans le paysage de notre pays, comment ça a été conçu. Il a participé à cette histoire. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui Claire Compagnon, qui a plus que participé à cette histoire, qui en a été le moteur, l'acteur, l'inspirateur et je dirais aussi l'aiguillon. Parce que la démocratie, il faut la faire vivre tout le temps. Et elle après nos exposés introductifs, elle nous lancera un peu dans son expérience. Ce que je vous propose donc, c'est d'écouter maintenant Didier Tabuteau, à qui j'ai posé 3 questions sur l'histoire de la démocratie sanitaire, comment c'est arrivé dans notre paysage sanitaire, quels en sont les éléments fondateurs et surtout vers où ça évolue. Je remercie d'avance Philippe Michard qui fera une relecture de son exposé ensuite et il nous invitera éventuellement à participer à une brève discussion avant que nous ouvrions les présentations formelles du professeur Raoul et du docteur Mancini. Vous avez pu apprécier à la fois les qualités d'analyste et de pédagogue. Didier Tabuteau a une formation que vous connaissez sans doute. Il a fait Polytechnique, puis il a fait l'ENA. C'est quelqu'un qui a participé pratiquement à tous les cabinets de ministres de la Santé entre 1988 et 2002, quelque chose comme ça, avec une petite interruption pour la période où il a été directeur général de l'Agence du médicament. Donc vous voyez qu'à ce titre, il est tout à fait qualifié pour parler de démocratie sanitaire. Il nous a fait un exposé qui était très intéressant dans la mesure où, à la fois, il a refait l'historique de la mise en œuvre de ces droits consacrés maintenant par les textes au niveau individuel et collectif. Et puis, il a terminé sur quelque chose d'assez intéressant puisqu'il a mis en parallèle démocratie sociale, démocratie politique et démocratie sanitaire. Bien évidemment, je ne me permettrai pas de faire un commentaire sur ces propos. Je voudrais juste faire un lien avec le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Comme il l'a rappelé de façon assez brillante, à la fois sur le plan juridique et sur le plan jurisprudentiel, on peut effectivement considérer aujourd'hui qu'il y a une véritable reconnaissance des droits des patients au sens individuel et au sens collectif. C'est très, très inscrit, très détaillé dans les textes. C'est ça la démocratie. Quel qu'en soit le champ, c'est effectivement la reconnaissance, les modalités de mise en œuvre et la réalité contingente de l'exercice de ces droits. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à la fois au plan national, dans la discussion avec les pouvoirs publics, au niveau du Parlement, au niveau des conférences de santé, au niveau des établissements de santé, il y a effectivement une véritable reconnaissance à la fois de la place des patients, même si on les nomme des usagers, et c'est peut-être ce qui fait une différence un peu particulière pour l'IPC, où on a effectivement des représentants d'usagers, mais on a également des représentants de patients, et on a toujours pensé qu'ils étaient sans doute plus qualifiés que les usagers pour exprimer leur volonté au sein de l'hôpital. Donc sur ces différents aspects, la législation et la réglementation ont consacré l'exercice de cette démocratie sanitaire. Après, il reste un domaine qui est celui à la fois du colloque singulier et de la décision clinique qui concerne les patients, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. L'exercice de la démocratie, c'est au quotidien, par la revendication de chacun d'exercer son droit. C'est pas toujours facile. Et effectivement, dans le rapport, dans le rapport de force
dans le rapport entre le médecin et le patient, il y a la volonté du patient ou sa capacité à exercer ce droit à l'information, sans laquelle il n'y a pas d'exercice possible d'une quelconque décision, d'un quelconque pouvoir de décision. Et c'est sans doute autour de ce thème de l'information adaptée, comprise, revendiquée par le patient et de son exercice dans une prise de décision dans les décisions médicales qu'il concerne tout au long du parcours thérapeutique, que va sans doute aujourd'hui s'ancrer notre débat. Et je pense qu'il est important qu'on ait tous présent à l'esprit qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est de savoir comment les patients qui le désirent, parce que tous ne le désirent probablement pas, peuvent être mis en situation d'exercer ce droit, d'exercer cette parcelle de démocratie sanitaire que nous a décrit tout à l'heure Didier Tabuteau. Et je pense que voilà, on est tous là pour ça aujourd'hui. Et je souhaite qu'effectivement ce soir, nous sortions peut-être plus éclairés sur l'exercice de ce droit. Merci.